Bonjour et bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, une invitée spéciale, Alexia Cornu, qui est entrepreneur dans la santé. Le sport, la santé, le bien-être, la nutrition, exactement. Alors, classiquement, ce que je vais te demander, c'est simplement de te présenter, de me parler de toi, de ce que tu fais et de comment tu en es arrivé là. Ok, je vais essayer de faire concis, puis après tu me diras si tu veux que je revienne sur certains points. T'as pas besoin de faire concis, prendre ton temps. Ça va. Ouais. Donc, je m'appelle Alexia Cornu, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 ans. Donc, j'ai créé D'accord. ma première boîte entre ma deuxième et ma troisième année de licence au STAPS. Ok. Et en fait, l'idée dans un premier temps, c'était de pouvoir faire du coaching comme je l'entendais, parce que je me retrouvais absolument pas dans ce que je voyais dans les salles de sport, en fait. Et donc, j'avais vraiment envie de proposer un accompagnement avec déjà des piliers sur le développement personnel, le bien-être, la nutrition, parce que je pense que c'est extrêmement lié, et également l'accompagnement sportif. Alors, moi, à titre perso, j'ai fait pas mal de compétitions en athlétisme. D'accord. Mais l'idée, dès le début, en fait, c'était de m'adresser à un public à la fois féminin, mais aussi qui est absolument pas dans la performance ou dans la compétition, qui avait vraiment, en fait, envie de se remettre au sport, donc des gens qui n'étaient pas forcément à la base sportifs. D'accord. Et c'était tout de suite ma cible. Je pense parce que c'était typiquement le profil de ma maman et que, en fait, je me disais, voilà, comment est-ce qu'elle, déjà, je peux l'aider à ce qu'elle se sente épanouie bien dans son corps. Et donc, voilà, avec les études que j'ai faites, parce que j'ai toujours été passionnée par le sport et la santé, du coup, j'ai mis ça en place avec un petit peu, on va dire, c'était ma cliente type. C'était vraiment le profil de ma maman. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, en 2010, du coup, à proposer des accompagnements holistiques pour les femmes, qu'elles se sentent mieux dans leur corps. Et c'est quoi le profil de ta maman alors? C'était des femmes, tu vois, concernant ma mère, il y a 14 ans, qui étaient en préménopause, en arrêt d'activité physique parce que charge mentale, parce que le travail, parce que 3 enfants, et au final, qui s'est un peu oubliée, qui s'est fait passer après tout, et puis qui a délaissé son corps, et puis en fait, qui a un peu rentré dans ce truc du foutu pour foutu. Donc, au final, j'ai pas le temps de faire peu, donc je fais pas. Heureusement, elle a toujours énormément cuisiné, donc on a toujours mangé extrêmement sainement. Donc au final, c'est pour ça qu'elle avait un poids qu'elle arrivait à maintenir sans problème. Donc, elle arrivait quand même à maintenir un poids Oui, décent. elle avait un petit peu de kilos en trop, mais plus parce que justement, elle avait le métabolisme qui tournait au ralenti, dû à la préménopause et au fait qu'elle faisait pas d'activité physique. Mais après, la nutrition faisait que voilà, elle avait quand même un mode de vie sain. Mais il y avait quand même ce côté déconnexion au corps. Peu d'amour vraiment de son corps, de soi. Tu vois, le côté, je split un peu, genre voilà, je suis joyeuse, j'ai mes amis et tout, mais je suis dans un corps qui ne me ressemble pas. Et donc au final, je pense que j'étais assez sensible à ça. Et moi qui étais dans le sport, qui avait un rapport avec mon corps qui était quand même très très connecté, très proche. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop dommage de ne pas avoir ça. Et donc, comment est-ce que je peux l'amener à reconnecter finalement avec son corps et à retrouver confiance en elle, à reconfiance en son corps aussi, et puis à aimer prendre ce temps-là, parce qu'au final, je pense que n'importe qui, quand on commence à sentir les bienfaits de faire de l'activité physique, c'est plus facile de continuer, de l'inscrire dans une routine, mais comment est-ce qu'on fait la première étape pour arriver justement à sentir les effets? Donc, c'est vraiment ça qui m'a passionnée dès le début, et tu vois, on est 14 ans plus tard, et en fait, c'est toujours ça qui me passionne au fond. C'est le côté de montrer que le sport est accessible à tout le monde, qu'avec une alimentation où on se nourrit, qui est saine, sans produits transformés, sans compléments alimentaires, etc., on peut vraiment avoir des super résultats. Et qu'au final, la dimension mindset est hyper importante pour la motivation et pour ancrer dans le temps sur une routine, quoi. Waouh, il y a plein de sujets là Ouais. à ouvrir. Du coup, ça me perturbe parce que je sais pas par lequel commencer. C'est comme si tu m'avais donné plein de paquets, plein de petits chocolats à croquer. Euh, on va prendre dans l'ordre. Chronologique. Ouais, c'est quoi pour toi foutu pour foutu? Euh, Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là. ouais. Dans ce truc de foutu pour foutu, mais ils n'avaient pas peut-être mis le mot dessus.
Mais moi, quand j'ai des prospects, des gens qui nous appellent, on a ces gens qui sont un petit peu dans... Tiens, en fait, ce mot, il me parle, en fait, maintenant que Ouais. tu le dis. Bah, c'est un peu ce truc de quand les gens viennent à moi, ils arrivent en mode on a tout essayé, quoi. En fait, limite, on n'y croit plus. Et genre, souvent, moi, c'est un public qui est principalement féminin, donc souvent, elles ont fait beaucoup de régimes restrictifs. Donc, elles ont énormément diminué leur métabolisme. Au niveau du sport, elles faisaient des sports hyper cardio à impact qui n'étaient absolument pas adaptés à leur niveau, donc il n'y avait pas de Ouais. progression dans l'entraînement, donc qui fait que soit elles se blessaient, soit elles se dégoûtaient très vite. Ça faisait trop mal, en fait. Et donc, du coup, les gens se découragent aussi. Et c'est humain, en fait. Enfin, je veux dire, je peux pas jeter la pierre à n'importe quelle femme qui n'est pas sportive, qui essaye de s'y remettre, et sauf elle se blesse, elle est dans la douleur, donc forcément, enfin, tu peux pas prendre du plaisir quand c'est comme ça. Quand t'as jamais pris le temps de t'expliquer comment est-ce que tu fais correctement les mouvements, l'intérêt d'avoir une progression dans l'entraînement, toute cette partie de planification au final que les gens n'ont pas quand ils vont choper des vidéos sur YouTube. Et donc finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont confrontés plusieurs fois à des sortes d'échecs, même si je déteste cette notion d'échec, mais de ce côté où j'ai essayé et j'ai pas réussi, donc je me dis, bah, genre ça marchera pas. Et après, on peut rentrer. Pour moi, le foutu pour foutu, c'est quand t'as lâché l'affaire, en fait, que tu te dis, bah, en fait, c'est pas pour moi et que tu ne t'autorises même plus à te dire que tu peux être en réussite. Du coup, je pense que c'est des personnes qui vont être dans ce truc de finalement, c'est pas pour moi. Et même plus loin, des fois, c'est genre, je le mérite pas, quoi. Donc, tu vois, t'as l'estime de soi qui diminue énormément aussi, hein, dans ce mode au final, bah, genre, je suis pas bien dans mon corps, mais limite, je le mérite, quoi. Genre, je mérite de pas être bien dans mon corps. Enfin, moi, j'ai souvent ces discussions-là au début. Je suis plus en âge de... Bon, je suis plus une petite jeune. Machin. Ouais, ou même des jeunes, tu sais, j'ai des jeunes, elles ont pas d'estime d'elles et elles se disent, en fait, j'ai jamais aimé le sport à l'école parce qu'elles associent sport à humiliation. Et au final, tu vois, d'avoir un peu de surpoids, etc. Et puis de se dire, bon, bah, au final, je me sens pas bien dans mon corps, mais je vais m'habiller différemment. Et puis, en fait, c'est OK. Mais alors qu'il y ait des gens qui sont en surpoids et qui se disent c'est OK, mais qui soient alignés avec le fait que c'est OK, c'est une chose, tu vois. Mais des personnes qui ne le sont pas au fond et qui lâchent l'affaire et qui se disent qu'ils ne méritent pas mieux pour elles alors qu'elles sont pas OK avec ça, ça me perturbe. Ça va pas pour moi. Et encore plus, celles qui bouclent en faisant semblant qu'elles sont OK avec ça. Alors là, c'est foutu. Ouais, parce qu'après, Tu remets une surcouche. ouais, tu remets une surcouche, t'essayes de t'auto-persuader. Des fois, c'est même pas conscient, hein. Mais des fois, tu peux t'auto-persuader qu'au final, t'es bien avec ça. Et encore une fois, il y a des gens, je pense, qui sont totalement bien. Et après, il y a surpoids et surpoids. Enfin, je veux dire, Voilà. quelques kilos en plus, c'est hyper Ça, avec quelques kilos en plus. Il n'y a aucun souci. C'est quand t'es beaucoup. Après, quand tu es sur de l'obésité morbide, que tu sais que en fait, tu te mets en danger au niveau de ta santé, que tu te détestes quand tu te regardes dans la glace et que tu te dis mais je mérite pas mieux, là, c'est pas OK pour moi. C'est pas OK, en fait. Je pense que tout le monde mérite de se regarder dans la glace et même s'il y a des kilos en trop, de se dire bah voilà, là, c'est vraiment OK. C'est OK. En fait, je m'aime avec ces kilos-là et c'est OK que ce soit réel, que ce soit profond. C'est marrant, j'y réfléchissais. Je réfléchis beaucoup à ça dernièrement. C'est l'idée que l'acceptation de soi n'est pas antagoniste à la progression, mais au contraire, elle vient aider la progression, et que justement, souvent, il y a, tu sais, un peu de ce truc un peu macho-man, youtubesque, qui rend bien en vidéo de ouais, il faut jamais lâcher, il faut être un guerrier, faut se battre, nanana, et du coup, j'accepte pas comme je suis, donc je vais chercher mieux, nanana. Parfois, quelqu'un qui est en surpoids, ça va braquer la personne encore plus, ou tu vois, ou la faire se sentir, comme tu disais, humiliée, culpabilisée, et encore moins progresser. Et c'est peut-être se dire, ok, j'ai 40 ans, homme, femme, je suis en surpoids. Mais j'en suis où j'en suis, et si j'étais un petit peu gentil avec moi-même, si j'avais un peu d'empathie envers moi-même, j'ai fait de mon mieux avec ce qui m'était donné, avec les péripéties de ma vie. Et en même temps, si c'est important pour moi, j'ai les moyens de progresser à mon rythme. Ouais, totalement. Je pense que chaque personne, aujourd'hui, chaque personne est capable de progresser. Moi, je suis très, très loin du no pain, no gain. Ouais, C'est vraiment quelque chose que je rejette complètement. Pour moi, d'accord. tu peux progresser sans souffrance. Tu peux atteindre tes objectifs sans souffrance. Et Oui.
Et clairement, enfin, la première étape, c'est déjà de t'aimer, de t'accepter comme tu es. Et c'est pas parce que tu t'acceptes comme tu es que tu give up, en fait. Exactement. Tu peux totalement te dire, bah, en fait, je suis ce que je suis aujourd'hui, j'ai mes bagages, on en a tous. Et maintenant, bah, ok, comment est-ce que je fais pour me sentir totalement ok avec la personne que je suis et vers quoi j'ai envie de tendre? Quels sont mes objectifs, quelles sont mes envies, quels sont mes rêves? Comment je peux les transformer en action pour les atteindre? Ouais. Accepter, c'est pas renoncer. Non, totalement. Enfin, je pense que dans tout, tu vois, enfin, sur le pardon, tu vois, sur d'autres sujets comme ça très, très forts, au final, je pense que quand on s'accepte ou quand on pardonne, on se fait ce cadeau à nous avant tout, en fait. Ouais. Et je pense que c'est important de se dire que on vit pour soi aussi et que on peut pas, en tant que personne extérieure, genre juger que la personne s'accepte avec tel ou tel corps. Chaque personne doit avoir ses propres définitions de son bien-être et de son corps. Mhm. Et après, je pense que nous, notre métier, c'est de les accompagner à se sentir encore mieux et de les accompagner sur ce chemin-là, en fait, de leur donner les outils, de leur donner la progression, de leur apporter les conseils nutrition pour pas qu'ils fassent d'erreurs et enfin, voilà, Au moins qu'ils ne perdent pas de temps. Ça... ouais, qu'ils perdent pas de temps et qu'ils soient bienveillants avec eux-mêmes parce que les régimes restrictifs, c'est quand même extrêmement traumatisant. Enfin, sur le corps des hommes, il y a moins d'impact sur le métabolisme, mais sur les femmes, c'est redoutable. Ouais. Je veux dire, la perte de masse musculaire sur des régimes restrictifs, derrière, va récupérer ta masse musculaire Ouais. et en termes de stockage des graisses, c'est hyper compliqué en fait. Après, tu bouffes de la salade et tu grossis et tu comprends même plus pourquoi. C'est un des... Moi, je déteste les régimes, hein. Je sais pas si tu es un peu aligné avec ça pour moi. Et pour moi, le truc le plus redoutable du régime, c'est ça, c'est qu'en fait, le yo-yo, c'est pas qu'un yo-yo, c'est-à-dire tu perds du gras et du muscle, mais ensuite tu reprends que du gras. Donc quand tu as fini ton yo-yo en aller-retour et que tu es remonté, en fait, tu es une version plus grasse de toi-même au même poids initial. Et ça, il n'y a rien de pire au final. Au même poids dans les meilleurs des cas, hein, Non. parce que c'est quand même souvent ton métabolisme a tellement diminué que tu reprends Oui. plus que ce que tu as perdu. Et l'estime de soi derrière. Et puis c'est surtout que quand c'est les premiers régimes, vu que ton métabolisme est encore assez élevé, Ouais. tu perds assez vite. Mhm. Donc tu te dis, ok, ça marche. Mais en fait, au bout d'un moment, vu que tu as perdu ton métabolisme, tu n'as plus de masse musculaire, tu perds plus. Et là, tu comprends pas en fait. Et tu es complètement démuni. Tu comprends pas, ouais. Ça, c'est... Nous, on appelle ça, ça cale. Comme une voiture qui cale au bout d'un moment. Et Ouais, totalement. Bah, le métabolisme ne fonctionne plus en fait. Enfin, il tourne au ralenti. Donc, Et effectivement, je te rejoins là-dessus. Sur les femmes, ça peut être plus dévastateur que sur les hommes, parce qu'on n'a pas les mêmes hormones. ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu de ça? Ouais, bah, totalement. C'est par rapport à la testostérone déjà. Les femmes sécrètent de la testostérone, Oui. mais en quantité beaucoup moindre que les hommes. Oui. Et en fait, pour augmenter ton métabolisme, c'est simple, il faut augmenter ta masse musculaire. Oui. Pour augmenter ta masse musculaire, tu as besoin d'acides aminés et testostérone. Donc la testostérone sécrète par les hormones. Ouais. Donc les hommes en sécrètent en plus grande quantité, même si les femmes en sécrètent. Et les acides aminés, tu les apportes de l'extérieur parce que le corps n'est pas capable de les créer. Donc ça vient des protéines, animales ou végétales. Après, quand c'est que des protéines végétales, du coup, il faut un peu s'y connaître pour s'assurer d'avoir tous les acides aminés, pour vraiment optimiser. Oui. Mais dans l'idée, vraiment, que ce soit animal, végétal, il faut les acides aminés de l'extérieur, il faut des sécrétions hormonales de testostérone qu'on va avoir en faisant du renforcement musculaire principalement. Et donc, en fait, c'est en optimisant les deux, du coup, faisant régulièrement du renforcement musculaire, en mangeant des protéines en quantité suffisante, mais ça sert à rien d'en manger trop aussi. Parce que, faut arrêter avec les quantités astronomiques de protéines. Le corps, de toute façon, n'est pas capable d'en synthétiser plus que 1,6 g par poids du corps. En tout cas, chez la femme, c'est clairement, toutes les études montrent que ça sert à rien d'aller à 2 grammes par poids du corps. Et donc, au final, l'idée, c'est d'apporter la quantité d'acides aminés suffisante, derrière de faire le renforcement musculaire et d'augmenter. Et donc, forcément, vu que les hommes sécrètent beaucoup plus de testostérone, ils synthétisent beaucoup plus de masse musculaire. Donc, quand ils s'y remettent, le métabolisme réagit beaucoup plus vite. Ouais. Chez les femmes, il faut compter à peu près 4 mois pour une augmentation significative de la masse musculaire au niveau du métabolisme. Donc, ça veut dire que pendant 4 mois, elles se sentent plus toniques, plus fermes, plus fortes. Elles sentent une progression, des exercices plus difficiles. Mais au niveau du métabolisme, ça ne tourne pas de façon optimale. Donc, c'est là où, en fait, il faut tenir ce gap des 4 mois pour vraiment arriver à pas lâcher, en fait. Ouais. Et au bout de 4 mois, en général, là, l'augmentation de la masse musculaire est suffisamment significative pour que la masse grasse vraiment diminue. Et donc, en fait, pendant la première phase, en général, sur la balance, elles ne bougent pas. Elles perdent de la masse musculaire. Enfin, elles perdent de la masse grasse, elles augmentent leur masse musculaire. Mais sur la balance,
ça bouge pas. Et en fait, La fameuse balance. même si du coup, je leur dis, prenez les mesures, prenez des vêtements test, montez pas sur la balance, regardez comment votre corps évolue, prenez des photos, observez-vous. Et elles me disent oui, mais la balance, elle dit que non. Et genre, la balance a le dernier mot tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Et- Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se focalisent un peu trop sur la balance? Ah bah de la jeter. Et jeter. Ah bah ouais, moi clairement. Pour moi, la balance, c'est une fois par an, je suis le médecin, quoi. D'accord. Ouais. Ok. En vrai, Hmm. tu sais, si ça va ou si ça va pas, je veux dire, on a tous des vêtements, hein. Ouais. Enfin, moi, je sais très bien si je ferme mon jean, si j'ai abusé ou pas, quoi, hein. Ouais. Donc, on a tous des vêtements test. On a tous des, tu vois, soit homme ou femme, on a tous des jeans, on a tous des chemises, des robes, des tenues. Ouais. On sait très bien que quand on se sent bien dedans, c'est que ça va. Et quand on se sent serré, c'est qu'on a gonflé. Donc, soit ça peut être rétention d'eau, mais ça peut être prise de masse grasse, etc. Chez les femmes, avec les hormones, tu vois, il y a beaucoup de variations au niveau de l'eau. Mais bon, dans l'idée, on sait très bien, dans nos vêtements, si ça va ou si ça va pas. D'accord. À moins de mettre des vêtements hyper amples tout le temps, mais on a forcément des vêtements test à la maison qu'on peut tester. Donc pour moi, la balance n'a aucun intérêt, sauf dans un cadre médical. Tu vois, je pense que c'est important, ou même pour des personnes qui ont certaines pathologies, où il faut vraiment, tu vois, des dérèglements hormonaux, thyroïdes, etc., où c'est hyper important quand même d'avoir plus une idée de où est-ce qu'on en est sur la balance. Mais je veux dire, pour une personne sans pathologie particulière, pour moi, la balance, elle sert à rien. Tu peux prendre des mesures. Enfin, en vrai, un petit mètre de couturière pour prendre tes circonférences et une pince à pli cutanée, beaucoup plus pertinent que la balance. Donc, ouais, moi, la balance, pour moi, il faut la jeter parce qu'il y a une relation extrêmement toxique avec la balance, où en gros, c'est elle qui définit notre humeur du jour. Ouais. Genre, tu montes sur la balance le matin, t'es en dessous de ce que tu voulais ou en dessous de la veille, tu te dis, ok, chouette, trop bien. T'es au-dessus et t'es un peu en mode, genre, je vais passer une journée de merde, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, quoi. Donc ça, ouais, tout à fait. Donc déconnecter la balance de l'humeur, voire ne pas y penser. Et là, je te rejoins, nous, on fait prendre des mesures. Bah oui, enfin, je donne n'importe quel coach, je fais prendre des mesures. La Ça, pour moi, balance, ça a aucun intérêt. nous, on fait quand même peser les gens. Mais c'est une mesure parmi d'autres. Ouais. Et voilà, on dit aux gens, mais attends, t'as pas perdu de poids, mais t'as perdu 7 cm de tour de taille. T'as gagné là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est. Bah ouais, 7 cm, t'es à presque 2 tailles de pantalon, donc clairement. Genre, et parfois, certaines personnes ont du mal à se rendre compte que c'est ne pas perdre de poids et perdre du centimètre, c'est extraordinaire comme victoire. C'est-à-dire qu'en fait, T'as t'as plus de plus du muscle. Bah ouais, Donc c'est le mieux qui pouvait t'arriver. totalement. Je pense que après, c'est dur quand on a été traumatisé aussi des régimes, quand on raccroche aussi, et je pense que cette notion de mindset pour moi est hyper importante, mais quand on raccroche derrière un chiffre sur la balance, tout son bien-être, Oui. bah du coup, en fait, t'as ce côté où finalement la balance, ça a une place qu'elle ne devrait pas avoir, de genre régulateur d'humeur, ou c'est elle qui va dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Pour une personne qui va faire un régime restrictif sans faire de sport, la balance, oui, tu vas perdre, hein, tu perds du muscle. Donc forcément, tu perds. Et ça, c'est. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que pour moi, c'est le mal du siècle. C'est pas le mal de dos, c'est vraiment les régimes restrictifs, comme tu dis, sans faire de sport. Parce que pour moi, je t'invite à me dire ce que t'en penses. Une perte de poids sans faire de sport à côté. Bah, tu perds du muscle, en fait. Voilà. Donc, tu t'augmentes tes risques de blessures, de tendinite, d'inflammation articulaire. Derrière, tu te sens moins bien et tu stockes plus de gras. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt à faire un régime sans faire activité physique. Comme pour moi, il n'y a aucun intérêt de se reprendre en main sans regarder sa charge mentale, son état psychologique et son sommeil. Enfin, tu vois, je veux dire... Mais alors, ça fait beaucoup d'éléments. Quand tu prends quelqu'un en charge, quand quelqu'un vient te voir et j'ai besoin d'aide, comment tu commences? C'est quoi la première étape? Je pose des questions, enfin, l'évaluation, clairement. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où est-ce que je vais avoir le plus de levier le plus rapidement possible pour pouvoir jouer sur cette motivation, parce que je sais que le métabolisme va te mettre 4 mois à changer. Et je me dis comment est-ce que je vais lui donner un maximum de résultats pour qu'elle tienne ces 4 mois-là. Je dis elle, ou il, mais moi, je suis que des femmes. Mais voilà, je pense que ça s'applique totalement aux hommes aussi, ce que je raconte. Donc, en fait, moi, c'est quand je vais prendre quelqu'un en charge, ça va être vraiment de comprendre où sont potentiellement les gros leviers que je peux activer tout de suite. Donc, pour certaines personnes, ça va être la nutrition. Et dans la nutrition, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être augmentation des macronutriments? Est-ce que ça va être changement du petit déjeuner? Enfin, tu vois, je veux dire, il y a plein de facteurs aussi dans chaque pôle. Mais donc, je vais voir un petit peu où est-ce que nutritionnellement, est-ce que ça peut pêcher
pour voir rapidement, en quelques questions, j'arrive à avoir une vision assez claire de ce que fait la personne et de comment est-ce que rapidement on peut avoir déjà des premiers changements mis en place qui vont apporter des résultats. D'accord. Même chose niveau sport, je demande à la personne, des fois j'ai plein de personnes qui me disent oui, moi je fais plein de cardio et tout et je perds pas de poids, j'arrive pas, mon métabolisme augmente pas. Bah ouais, en fait quand tu fais du cardio, ça dépend quel cardio tu fais, mais si littéralement tu fais de la Zumba, tu fais pas énormément de renforcement musculaire par rapport à du HIIT, tu vois, qui est quand même plus axé renfo. Et donc en fait, d'essayer de comprendre quelles sont la routine sportive et les activités physiques que la personne met dans sa routine. Est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle marche pas? Est-ce qu'elle fait du renfo? Quelle quantité par semaine? Est-ce qu'elle fait plutôt du cardio? Est-ce qu'elle fait que du cardio, que du renfo? Que de la gym douce? Enfin voilà, j'essaie vraiment d'avoir aussi une analyse complète de qu'est-ce qu'elle fait et où est-ce qu'on peut travailler sur ces leviers-là aussi pour avoir un impact rapide. Et puis après, étape psychologique, parce qu'en fait, si la personne, elle est pas bien dans sa vie, qu'elle se sent extrêmement seule et elle va compenser, t'as beau lui dire de manger correctement et de faire du sport. En gros, si elle n'est pas équilibrée, ça va se retrouver sur la balance et ça va se retrouver dans le poids du corps, en fait. Pareil pour le sommeil. Donc, sur les femmes, l'impact du stress, de la charge mentale et du sommeil est hyper important sur leur gestion du poids. Ouais. Et donc, en fait, littéralement, tu as beaucoup de femmes qui ont accumulé une dette de sommeil parce qu'elles font en bas âge, par exemple, des choses comme ça, ou à cause du stress, qui ont un sommeil de moins bonne qualité. Et en fait, le corps va littéralement se braquer et se bloquer. Qu'est-ce qui se passe quand je suis une femme et que je dors moins bien? Qu'est-ce qui se passe Si tu dors pas suffisamment, Mhm. ton corps, il va être en dette de fatigue. Et donc, il va se dire, OK, genre là, je suis vraiment... C'est comme quand tu manges pas assez, il se met en mode famine. Bah, quand tu dors pas assez, il se met en mode dette de sommeil, en mode survie, en fait. Il active une sorte de mode de survie. Ce mode de survie va faire que ton corps, il va se mettre en mode économie d'énergie. Donc, ton métabolisme va tourner au ralenti. Mais c'est surtout que tu vas faire des stocks de gras, parce que le gras, même si nous, on n'aime pas ça visuellement, pour ton corps, c'est des réserves d'énergie, tout simplement. Et donc, au final, il y a aucun levier qui va fonctionner sur une personne qui est sur un mode de survie, que ce soit survie à cause du stress, survie à cause du sommeil ou survie à cause d'un manque de macronutriments, un manque une sous-alimentation. Et donc au final, c'est vraiment le corps qui va se bloquer et qui va pas, qui va pas, tu vois, décharger les graisses parce que ça peut être des réserves d'énergie pour lui. Donc en fait, la personne va continuer de perdre de la masse musculaire parce que le corps, il va avoir besoin de faire tourner le métabolisme au ralenti, donc de s'économiser en énergie. Donc tu perds de la masse musculaire. Derrière, tu crées énormément de toxines dans ton corps, donc qui peuvent aussi avoir un effet hyper néfaste sur ta santé, sur tes organes. Et puis, tu stockes des graisses beaucoup plus facilement. Ok, donc Donc, du coup, j'essaye de voir un peu tous ces piliers-là, tu vois, d'essayer de faire un petit peu un screen rapide de la personne. Et bon, ça fait 14 ans que je fais ça, donc en général, en discutant très rapidement avec la personne, j'arrive tout de suite à détecter où est-ce que ça va pêcher. Et puis ensuite, de mettre en place une progression, un entraînement, une planification adaptée en allant en priorité, du coup, sur ce dont elle a besoin. Certaines personnes, ça va être travailler sur le mindset, la psychologie. D'autres personnes, ça va être sur le sommeil. D'autres personnes, ça va être sur l'alimentation, l'hydratation, le sport. Et après, du coup, l'idée, c'est de mettre en place progressivement tout, mais en accentuant au début sur les piliers les plus importants. les plus gros déficits de la personne en fonction de son mode de vie, quoi. Ouais, exactement. Parce que si tu touches tout de suite là où ça pêche le plus, la personne va se sentir beaucoup mieux très vite. Ouais. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'aller tout de suite sur le sport avec une personne où il y a un problème avec le sommeil, tu vois, parce que faut d'abord régler le sommeil. Alors, après, qu'est-ce que, au niveau sport, on met en place pour aider à régler le sommeil? Bien sûr, mais l'objectif principal, c'est de tout tourner autour du sommeil. Et après, en fait, dans chaque pilier, l'alimentation joue sur le sommeil, le sport joue sur le sommeil. Donc, comment, en fait, est-ce que derrière, tu articules un plan d'entraînement pour mettre tous les éléments ensemble? Ok. Donc, on va parler plus tard de comment te contacter si des gens veulent rentrer en contact avec toi. Mais j'aime bien, dans ces podcasts, donner quand même quelques gold nuggets, quelques petites astuces pratico-pratiques. Si tu devais dire à quelqu'un qui nous écoute, qu'est-ce que je peux mettre en place directement là, rapidement? Je vais mal, je suis en surpoids, je dors mal. Qu'est-ce que je peux faire très rapidement pour déjà avoir quelques résultats? Déjà, faire un pas en arrière Ouais, et regarder ton mode de vie, en fait. d'accord. Et donc, te poser les questions de, voilà, aujourd'hui, tu vois, tu prends un cahier et puis tu notes, quoi. Qu'est-ce que je fais niveau nutrition? Par exemple, pendant une semaine, tu traques tout ce que tu manges. D'accord. Parce qu'il y a ce qu'on fait et puis il y a ce qu'on croit qu'on fait. Non, mais Ah oui, enfin, soyons honnêtes. Hein. ça, c'est un des grands
sujet Bah oui. pour moi lors de mes coachings. Le nombre de clients qui te disent ouais, mais je fais, mais ça marche pas. Ouais, ouais, Ok, on va regarder dans le détail ce que tu fais, ce que tu as fait ça. Ah oui, non, mais je fais juste attention, j'ai pas suivi ton menu que tu m'as donné, mais je fais attention quand même. Non, mais frère, faire attention, c'est pas suivre le programme que je t'ai donné. Ça veut rien dire faire attention. Ouais. Ouais. Et tu vois, quand les gens font attention, ça veut dire qu'il y a une notion de frustration et il y a un blocage au niveau Ouais. mindset. Parce qu'en fait, la personne associe de suivre ton programme à peut-être, tu vois, un challenge, de la frustration. Peut-être qu'elle se dit que, alors, elle mérite peut-être pas de réussir, donc elle s'auto-sabote des fois. Enfin, tu vois, des fois, c'est totalement inconscient, encore une fois. Enfin, on peut pas blâmer non plus les personnes parce que souvent, c'est inconscient et qu'au final, la personne veut aller mieux et nous, on veut que la personne aille mieux. Donc, on est une team. Oui. Et après, du coup, c'est comment on active. Moi, je pense Donc, que tu disais faire un premier audit, conseil, j'écris tout ce que j'ai déjà, mangé dans la semaine. tu traques tout ce que tu manges, tout ce que tu bois sur une semaine, en notant déjà tes horaires pour voir est-ce que tu as une régularité dans tes repas, Yes. quelle quantité à peu près. L'idée, c'est pas de peser, mais c'est vraiment d'avoir une idée en termes de portions à peu près. Mhm. Donc, je pense sur l'aspect nutrition, voilà, déjà traquer sur une semaine. Pareil sur le sport. Sur une semaine, regardez combien de pas est-ce que tu fais par jour. Aujourd'hui, n'importe qui avec un téléphone, il n'y a pas besoin d'avoir un tracker, tu vois, qui est très défini. Ouais, c'est vrai. Déjà, juste avec ton téléphone, tu peux savoir donc, combien de pas est-ce que tu fais par jour, quelle séance de sport tu fais, combien de fois. Tu vois, moi, des fois, je fais à peu près 3 séances de sport. Non, à peu près, ça ne me parle pas. Genre, tu fais quoi exactement, combien de temps, quel jour de la semaine. Et sur un malentendu, tu en as fait 3 une fois. Et donc, vraiment, d'avoir une idée précise de qu'est-ce que je fais réellement, qu'est-ce que je mange réellement, qu'est-ce que je bois réellement, quelle est la quantité de sommeil que j'ai réellement. Parce que tu vois, des fois, j'ai des gens qui ont un sommeil de mauvaise qualité qui me disent je ne dors pas. Parce qu'en fait, quand on regarde, les personnes dorment 7 heures par nuit. Ouais. Mais il y a des réglages à faire. Et du coup, quand tu déjà... Voilà, ils se sentent fatigués. Mais donc, en fait, déjà, quand les personnes te disent je ne dors pas et que tu regardes et que la personne dort quand même 7 heures par nuit, tu te dis, ok, genre, potentiellement, elle dort quand même. Après, est-ce que son sommeil réparateur, c'est une autre histoire, mais elle dort. Donc, en fait, déjà, Parce que tu as des gens qui sont t'observes. carrément du 3-4 heures et là, c'est un vrai sujet, quoi. Oui, là, je veux dire, c'est extrêmement nocif pour la santé. Je suis bien placée pour le savoir. Ça a été moins un problème pour moi. Donc je pense que le sommeil, ça fait partie des piliers de la santé. Pour moi, c'est comme la nutrition, comme le sport. Tu veux bien m'en parler de ça? De... Le fait que pour toi, c'était un sujet, le sommeil. Ouais, Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Moi, ayant parlé avec des alphas, des clients, c'est un truc qui revient quand même parce que c'est un peu moins tangible. L'avantage de la nutrition, fitness, boum, 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 tu as un plan. Tu sais si tu le fais ou pas quelque part. Le sommeil, il y a un truc où finalement, tu peux pas te dire, allez, je fais l'effort et je m'endors. C'est au contraire, c'est une sorte de lâcher prise. Donc, Alors oui, non. C'est-à-dire que tu as une forme de lâcher prise sur le sommeil, mais en fait, il y a aussi des routines, tu vois, de sommeil. Et en fait, quand tu t'intéresses réellement au sujet, tu te rends compte qu'en fait, il y a des protocoles et qu'il y a quand même énormément de choses à faire, il y a énormément d'options pour justement... Parce qu'en fait, c'est juste des fois, on maîtrise moins bien que la nutrition et que le sport, donc ça nous paraît, on se dit, ok, genre je maîtrise pas, donc c'est aléatoire. Mais en fait, c'est pas si aléatoire que ça. alors, est-ce que tu peux commencer par ton histoire? Toi, à quel moment tu as eu du mal à dormir? Comment ça... Ouais, alors moi, j'ai jamais eu de mal à dormir. Moi, j'ai du mal à me dire, ok, la journée est finie, va dormir. Ok, Moi, c'est ça mon sujet. d'accord. J'ai vécu pendant 8 ans aux États-Unis, en Californie. Et donc, il y a 9 heures de décalage avec la France. Donc, en fait, il y avait vraiment ce côté où, quand une journée se terminait, l'autre commençait. Tu vois, quand moi, ma journée en Californie se terminait, les gens en France commençaient à se réveiller. Et donc, je gardais contact, tu vois, avec ma famille, avec mes amis. Et au final, il y avait vraiment, tu vois, ce côté où il y avait déjà une notion du temps dû au décalage horaire qui était un petit peu fucked up. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup trop, sans m'écouter. Et au final, en fait, j'aimais tellement ce que je faisais et je me suis tellement aussi pas laissé l'option de ne pas réussir là-bas que en fait, c'était interminable parce que quand tu es entrepreneur, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, au final, je m'arrêtais pas de travailler. Donc, à partir du moment où j'ai décidé d'aller me coucher, je m'endormais direct et je faisais en continu. Sauf que je faisais en continu 5 heures, quoi. D'accord, donc tu as dormi 5 heures Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Ouais, à peu près. Je sais pas où 5 heures. Ça commence à être un peu limite. Ouais, c'est très borderline. C'est borderline. Pendant 1 an et demi, j'ai eu un rythme hyper intense et pendant plus de 6 mois, je dormais
Je dormais maximum 5 heures par nuit. D'accord. Et comment tu te sentais à ce moment-là quand tu dormais 5 heures par nuit? Ah ben j'ai fait un burn-out. T'as fait un burn-out, Ouais. c'est-à-dire Dépression. dépression. Bah, c'est la définition du burn-out. C'est un mot sexy qu'on met sur une dépression. Je fais une dépression parce que je dormais plus en fait. Je dormais plus assez. Donc en fait, tu accumules une fatigue. Et puis en fait, un jour, tu te réveilles et puis tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça? Genre, pourquoi je suis allée au bout du monde? Pourquoi je fais ça en fait? C'est quoi le sens de ma vie? Et donc en fait, bah, genre, t'es là, je vis ma meilleure vie. Je suis aux États-Unis, Tu faisais quoi professionnellement là-bas? mais j'étais coach. D'accord. Ouais. Pour des Français ou plutôt Deux. des Américains? Ouais, dans les entreprises de la Silicon Valley, je bossais avec YouTube, Google, Apple, Facebook. J'avais aussi des clients particuliers en one-on-one. Je développais la marche nordique en team building. Donc, j'avais plusieurs axes, mais toujours la même chose avec le sport, la nutrition. Donc, je fais ça. Tu étais censé vivre ta meilleure vie? Je vivais techniquement ma meilleure vie. C'est-à-dire que j'étais à l'endroit où j'avais envie d'être. Je réussissais. J'avais les clients que j'avais envie d'avoir. En fait, j'avais sur le papier la vie que j'avais eu envie d'avoir. Je suis allée la chercher et je l'ai créée et je l'ai eue. Intéressant ça. Sauf que je dormais 5 heures par nuit. D'accord. Parce qu'en fait, je m'étais mis un niveau d'exigence et une pression pour arriver à ça tellement élevé. Et j'avais la culpabilité de me dire, putain Alex, tu vis ton rêve américain et tu sais plus pourquoi tu es là. Donc en fait, j'avais encore plus de culpabilité de me dire, mais en fait, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé et je vais pas bien. Et je pleure et je sais pas pourquoi. Enfin, je dormais 5 heures par nuit, c'est ça la raison. Sauf que, en fait, j'étais tellement dans un truc de c'est normal de dormir 5 heures par nuit. Pourquoi tu disais que c'est normal? Parce que j'étais vraiment rentrée dans ce truc où finalement mon corps a fonctionné pendant 1 an et demi où j'ai tiré sur la corde, pendant plus de 6 mois où je dormais quasiment pas. D'accord. Et vu que mon corps fonctionnait, je m'étais dit, ok, ça fonctionne. Fuck it, on continue. Bah ouais, tu vois, je me disais, bah je fonctionne, donc je fonctionne quoi. Tu vois, j'avais pas de signaux physiques, je continuais de m'entraîner, j'allais très bien, enfin, j'avais pas de perte d'attention, professionnellement, j'arrivais à être hyper performante. Donc au final, je me disais, c'est bon, ça a fonctionné. Et puis un jour, ça fonctionne plus. Ce qui est cool, c'est que mon corps a attendu vraiment que je sois hyper safe et secure dans un environnement, tu vois, pour me lâcher. Et D'accord. je dis la force du mental aussi. Dans le sens où t'as établi quand même. J'avais établi suffisamment de clients, j'avais mon appart, j'étais autonome, j'avais set up mon business, enfin voilà. C'est marrant l'intelligence du corps quand même. Ouais. Parce que souvent, moi, je me souviens quand j'étais en prépa, je tombais malade, mais en vacances. C'est ça. Genre en mode, vas-y, laisse-moi tranquille, laisse-moi me reposer. C'est ça, ton corps est là, t'as beaucoup trop tiré, donc maintenant je te fous au lit. Mais quand on a eu besoin, il était là. Ouais. Et c'est pour ça que c'est une machine incroyable et genre tellement de gratitude pour mon corps parce que je suis consciente aujourd'hui qu'il y a eu des périodes de ma vie où je l'ai vraiment maltraité et que il m'a toujours tenu en fait, il m'a toujours soutenu et en fait c'est le meilleur cadeau qu'il m'ait fait, c'est ce burn-out, tu vois, parce qu'au final je me suis énormément mise en question et j'ai beaucoup travaillé sur moi et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à faire un gros travail sur moi aussi, d'apprendre à davantage me connaître et de travailler sur mes limites, de travailler sur moi, en fait. Est-ce que tu peux en parler plus de ça? Ça m'intéresse. Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu allé chercher? Bah, au début, j'étais chercher, tu vois, un peu en discutant autour de moi, d'abord, tu vois, des podcasts, des livres. Donc, j'ai commencé comme ça, à me renseigner un petit peu. Et puis après, bah, de fil en aiguille, des coachs. D'ailleurs, quand tu dis que tu étais en dépression, est-ce que tu as lâché des clients à ce moment-là systématiquement tout de suite? Non, tu as continué dans ton rythme. J'ai continué dans mon rythme, mais je me suis forcée à dormir. Je me suis plus laissé le choix de dormir, en fait. Genre, je mettais un réveil le soir et j'étais là, ok, genre là, il reste encore 1 million de choses, mais c'est pas grave. Genre, tu arrêtes et tu vas dormir. D'accord. Donc, j'ai aussi, je faisais énormément de networking à cette période-là pour lancer mon business. Donc, j'ai tout lâché. Tous les trucs, j'ai vraiment gardé mes clients et ensuite ma santé. Genre, c'était vraiment les 2 trucs sur lesquels je me suis focus. Donc, ma vie sociale, les networking, tous ces trucs-là, en fait, j'ai mis de côté à ce moment-là et je me suis recentrée sur moi et bah, mon business, parce que voilà, il faut quand même qu'il continue de fonctionner. Mais tu avais déjà tes clients fidèles, donc Mais j'avais déjà mis en place suffisamment. Tu besoin autant de continuer à. Exactement, et le bouche à oreille avait été mis en place. Donc, j'avais suffisamment de revenus pour être tranquille, pas avoir besoin non plus de chercher de nouveaux clients. Et c'est pour ça que je te dis que mon corps m'a lâché au bon moment aussi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as. Quand tu dis j'ai mis une alarme, c'était
Vers quelle heure? Comment tu est-ce que tu Bah, une moi, je routine me du soir? C'était quoi le non, j'ai jamais réussi à mettre de routine du soir en place et je vais être honnête avec ça. Le sommeil, c'est toujours un truc qui me suit et il faut tout le temps que je sois très vigilante, ouais, tu vois? Genre, moi aussi, hein, pour être honnête, hein. C'est ouais, enfin, tu vois, il y a un moment, on se connaît et moi, je sais mmh, que ça, c'est ma faiblesse. moi aussi. Mmh. Donc, j'ai fait attention. Mais je me levais à 5 heures du mat à l'époque, entre 4h30 et 5 heures du mat. Donc, du coup, j'essayais à 9h30 de me dire: «OK, genre là, dodo, quoi». Donc, c'était 9h30, réveil et dodo. Genre, même si je m'endormais pas tout de suite, c'était genre, on ferme tout et on va se mettre dans le lit et j'ai jamais eu de problème, moi, à m'endormir. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de lâcher le taf, c'est bon. Ouais. Et après, bah, C'était plutôt toi, ouais, toi, c'est et on dit il y a un peu ces 2 types de problèmes. Effectivement, tu as les gens qui ont du mal à s'endormir même s'ils le veulent ouais, et tu as ceux qui s'organisent pas assez de temps pour dormir ouais, et donc toi, tu es plutôt cette ça. catégorie-là. Ouais, et après, c'est vrai que, tu vois, genre, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, j'ai des to-do, j'ai énormément de cahiers où, en fait, je me sors en permanence ma charge mentale de la tête. Donc, ce qui fait aussi qu'à un moment, quand je vais me coucher, je suis pas en train de cogiter. Enfin, ça, c'est pareil, t'apprends ça. Enfin, mes premières années d'entrepreneuriat, je me réveillais la nuit pour noter des idées. Bon, bah, au bout d'un moment, en fait, là, tu vois, ça fait 14 ans, donc maintenant, enfin, genre, quand j'ai une idée, c'est plutôt le jour et je me réveille plus la nuit avec des idées. Enfin, et je m'organise, bah, pour noter mes idées quand elles me viennent et de les laisser tranquilles, quoi. Donc je suis plus gênée par ça, en tout cas. D'accord. Donc c'était vraiment, ouais, plus ce travail de me donner la discipline dans le sommeil que je ne m'autorisais pas ou que je me donnais pas, en fait, parce que je l'avais pas mis sur le même pied que la nutrition, que le sport, tu vois? En fait, juste le remettre, en fait, à sa juste place. Je mets OK Mmh. et après, comment ça allait? Une fois que tu as mis ça en place, que tu as là, tu Ouais, étais à peu près à 6h30, 7h, quoi? À ce moment-là? ouais, bah, en fait, moi, à Tu 7 heures, faisais je quoi à fonctionne 7h? très bien. Ouais. Donc, du coup, l'idée, c'est de rester à 7 heures. Et j'ai encore des petites rechutes de temps en temps, mais dans l'ensemble, ça dure pas plus de 2-3 nuits. Ouais. Et après, j'arrive à me remettre à 7 heures. Et donc voilà, du coup, dans l'ensemble, ça fonctionne quand même bien. Mmh. Euh, donc, non, après, bah, j'ai appris de ça. Enfin, donc, j'ai mis ça en place, faites très attention, commencer à écrire beaucoup plus, faire du journaling aussi, tu vois, à commencer à me noter tous les soirs qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée, qu'est-ce qui était cool, parce que tu avais quand même, tu vois, une forme de dépression qui était là. Donc, dès que j'ai commencé à redormir, ça allait quand même beaucoup mieux, bizarrement. Bah, Bizarrement, je voyais les bizarrement. choses beaucoup mieux. Euh, donc, il y a eu ça. Mais il y a eu aussi tout le travail que j'ai fait, moi aussi, derrière, de journaling, tu vois, de voir le verre Pour d'eau. les gens qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce que tu appelles journaling? C'est vraiment le fait de me poser. Alors après, les gens font ça le matin, le soir, la journée quand ils veulent, mais moi, c'est le fait de me poser avec mon cahier et d'écrire l'écriture, parce que tu vois, même si j'utilise énormément mon téléphone, Mmh. quand ça passe par la main, que ça passe par l'écriture, en termes, tu vois, d'impact sur le cerveau, c'est quand même pas la même chose. Tu as accès à plus loin en termes d'émotion aussi. Et donc, j'écris ce qui était cool dans ma journée. Je me suis forcée à faire des listes tous les jours de tous les moments hyper positifs de la journée. Et le journaling, en fait, c'est vraiment ce côté où tu prends rendez-vous avec toi-même et tu écris, quoi. Donc, après, il y en a qui vont faire ça sous forme de bullet journal, qui vont être beaucoup plus organisés. D'autres, ça va juste être des journaux intimes. D'autres, ça va être un mixte entre les deux. Enfin, Mmh. en fait, il n'y a pas de règle. Tu fais ce qui te fait du bien à toi. Mais donc, j'ai mis ça en place et ça m'a énormément aidé. Le fait de mettre justement, tu vois, ce travail d'écriture m'a reconnecté beaucoup avec moi-même, m'a permis de remonter très vite la pente Ouais. en voyant bah, justement toutes les choses positives qui m'entouraient. Et ça m'a reconnecté aussi, bah, tu vois, j'avais eu une perte de sens. Ça m'a reconnecté à ça, en fait. Ça m'a reconnecté à quel est le sens de ce que je fais, qu'est-ce qui me fait vibrer tous les jours. Tu vois, vraiment de me poser la question, qu'est-ce qui m'a fait vibrer aujourd'hui dans ma journée. Il y a toujours des choses qui te font vibrer. Soit un coucher de soleil, que ce soit un coup de fil avec un pote, que ce soit un feedback d'un client. Enfin, tu as toujours des highlights dans ta journée. Et en fait, moi, je me suis conditionnée à voir que ça. J'ai forcé mon cerveau à voir que les highlights D'accord. en faisant un travail d'écriture. Alors que quand on est dans une phase de dépression, on a plutôt tendance à voir l'inverse. Tu ne vois plus les Ouais, highlights, tu tu vois ne plus les les bonnes vois plus. choses. Ouais. Tu les vois plus, mais c'est même pas de ta faute, tu ne les vois plus. Tu as un filtre, en fait. Et ce qui va pas, tu le vois en x10. Et, et en fait, tu sais même pas par quoi commencer. Tu sais même pas par quoi commencer, parce que tu es perdu. Donc, ouais, je pense que faut reprendre les choses en main, faut pas hésiter à se faire aider et accompagner aussi. Le coaching, enfin, pour moi, c'est hyper important. Alors après, j'étais aux États-Unis, donc nous, tu vois, il y a un peu cette culture aussi des psys où, tu vois, c'est pas, genre, les psys sont pas là quand t'as un problème. Les psys sont là tout le temps.
Mais tu vois, et donc en fait, moi j'ai gardé ça, tu vois, même en France. Pour moi, c'est indispensable de. Je passe mon temps à coacher des gens. Je peux pas. Enfin, pour moi, je peux pas me regarder dans le miroir si je coach les gens, mais que je me fais pas coacher moi, en fait. Oui. Tu vois, il y a un moment, je trouve que on peut pas être tout le temps dans le don de soi, dans aider les autres et ne pas s'aider soi-même et ne pas avoir des gens qui nous aident aussi nous. Ouais. Donc, que ce soit dans le business, je me fais coacher, mais que ce soit dans la vie perso aussi. Avec, du coup, moi, j'ai choisi format psy plus que coach parce que c'est ce qui me convient le mieux. Mais il y a vraiment ce côté où moi, je vois ça comme un travail de main dans la main, en fait. Et tu vois, genre, je change régulièrement de psy parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'on stagne, je fais le tour. Et comme je changerais d'entraîneur, tu vois, si au niveau de ma planification d'entraînement, quand je faisais de la performance, quand tu stagnes au bout d'un moment, tu vas chercher d'autres entraîneurs, tu vas te chercher d'autres ressources. En fait, je fais la même chose. Genre, quand j'arrive à la fin d'un cycle avec une psy, parce que je trouve que voilà, on a fait le tour des ressources de ce qu'elle pouvait m'aider, moi, je passe à quelqu'un d'autre pour tout le temps, en fait, travailler sur moi, tout le temps évoluer, tout le temps apprendre à me connaître, pour incarner aussi ce que je suis et ce que je fais, en fait. Tu vois, il y a vraiment ce truc aux États-Unis qui est lead by example, tu vois. Ok. Genre, moi, donner des leçons, ça m'intéresse pas, mais genre, partager ce qui, moi, m'a aidé et ce que j'ai appris de par mon expérience personnelle, mais aussi de par mon expérience, parce que j'ai plus de 15 000 heures de coaching en one-on-one. Donc, du coup, j'ai énormément appris aussi avec les gens. Et en fait, de prendre tout ça pour pouvoir ensuite accompagner, mais de toujours me remettre moi aussi en question, quoi. Tu parles d'organisation. Tu dis que tu es quelqu'un de... Tu as toujours été organisé. Ça m'intéresse. Est-ce que tu... Il y a des gens qui nous écoutent, je suis sûr, qui se disent ah merde, moi je suis pas organisé. Du coup, c'est foutu pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit ça, qui se dit être moins organisé ou qui l'est vraiment? Par quoi je commence? Des tout petits trucs, en fait. Mais ça, c'est valable pour la nutrition, c'est valable pour le sport, c'est valable pour le sommeil, c'est valable pour l'organisation. C'est-à-dire de pas voir uniquement l'objectif de ce que tu aimerais, mais de dire, d'être assez franc avec où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ok. Et ensuite de dire, OK, entre là et là, il y a quand même pas mal d'étapes. C'est quoi la première? Et de pas te dire, aujourd'hui, en fait, j'ai aucun contrôle sur mon planning puisque j'en ai pas spécialement. Je fonctionne en freestyle total et je veux me lever à 5h30 du matin. Je veux faire 15 milliards de choses avant de commencer ma journée de taf. Je vais mettre une morning routine de 2h30 où je vais faire la douche froide, la méditation, l'écriture, le journaling, la lecture de Tony Robbins. Et en plus, je vais faire du breathwork et Et en fait, le truc est intenable. Du coup, je m'en veux parce que je culpabilise parce que j'ai jamais fait. Tu commences pas, quoi. Parce que moi, tu viens de Ouais. dire ça et j'ai envie de partir en courant, quoi. Ouais. Tu vois? Donc, non, je pense que c'est important de commencer, enfin, déjà d'être honnête avec, OK, quelle est ma routine aujourd'hui Mhm. et c'est quoi le premier petit pas que je peux faire, en fait? Genre, si aujourd'hui, je me lève, je prends une douche, et je pars au travail, tu vois? OK, qu'est-ce que tu peux associer avec prendre ta douche, quoi? Et commencer comme ça en disant: un truc que je fais déjà, qu'est-ce que j'y associe? Et en fait, petit à petit, me dire: j'associe un truc, j'essaye pendant une semaine, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, j'essaye autrement. Ouais. Et en fait, de toujours essayer et un truc à la fois, un objectif à la fois. Parce qu'en fait, tu peux te mettre 10 objectifs en même temps, ça va te prendre 6 mois et tu vas rien avoir fait. Ok. Alors qu'au final, tu peux te dire: «Je fais un objectif, je prends 3 semaines à chaque fois pour pouvoir l'implémenter tranquillement, prendre le temps de l'ancrer et puis une fois que c'est acquis, OK, genre je passe à un autre» et en fait, dans 6 mois, tu auras mis en place beaucoup plus de choses que si tu avais essayé de tout mettre en place d'un coup et qu'au final, 6 mois plus tard, tu es au même endroit, quoi. Donc tu auras peut-être pas mis en place tout ce que tu avais envie au bout de 6 mois, mais ce que tu auras mis en place, c'est mis en place. Donc tu auras avancé. Et donc, je pense qu'en termes d'organisation, c'est important de faire de la même chose, en fait, méthode des petits pas. Voir où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu en es aujourd'hui, comment est-ce que tu peux y aller step by step. Et si on rentre un peu plus dans la nutrition, ou dans le fitness d'ailleurs, c'est quoi ta philosophie à toi? Qu'est-ce qui te... En quoi tu crois? En quoi tu ne crois pas? Par rapport à la nutrition, Ouais, commençons par la nutrition. ouais, moi, par rapport à la nutrition, c'est assez simple. Je crois qu'il faut manger des aliments vrais, D'accord. en fait. Donc, déjà, d'apprendre à cuisiner, même si c'est des trucs hyper simples. Genre, tu vois, si au début, tu sais pas du tout cuisiner, ça peut être acheter des bocaux de légumineuses, avoir des champignons au congélateur et puis des sardines en boîte, quoi. Et déjà, en fait, là, tu as une assiette qui est quand même à peu près équilibrée. Mais je pense
de comprendre de quoi ton corps a besoin. Pour Mhm. moi, c'est la base. Donc, s'il y a quelque chose en nutrition qui me paraît essentiel, c'est l'éducation. D'expliquer aux personnes que voilà, une assiette équilibrée, elle se compose de 50% de végétaux Mhm. et de rappeler aux gens que les légumes, c'est indispensable, mais ça nourrit pas. Et que, en fait, si les gens mangent que de la salade, bah, ils n'ont pas de calories, donc ils n'ont pas d'énergie. Alors vas-y, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi, ça nourrit pas? Parce que c'est un thème que j'adore aussi, c'est les gens qui veulent perdre du poids et prennent des salades. Ouais, carré de Ça me rend ouf. Euh, donc, qu'est-ce que tu appelles ça nourrit pas? En fait, c'est un peu la Mhm. même notion que la balance. C'est-à-dire que Mhm. les gens ne se rendent pas compte que la balance, au final, ne va pas leur donner leur composition corporelle et ne va pas être un bon outil. Et bien, les calories, c'est comme la balance. C'est-à-dire que les calories, on en a peur. Genre, on se dit non, il faut absolument avoir un déficit calorique, il faut absolument compter ses calories et tout. Alors qu'au final, tu peux manger 1500 calories de McDo ou 1500 calories de végétaux, c'est pas du tout la même chose sur ton organisme. Et donc, déjà, de déconnecter, comme je déconnecte de la balance, de déconnecter de la notion de calories. Mhm. Déjà, dire ça, on sort. Maintenant, il y a des nutriments. Il y a des nutriments, donc des macronutriments, des micronutriments. Les micronutriments, ils sont essentiels, ça t'apporte les minéraux, les vitamines, les fibres, mais ça ne nourrit pas. Les macronutriments, c'est eux qui vont te nourrir protéines, lipides et glucides. Mhm. Et donc, la moitié de ton assiette, ça doit être les légumes, au final, qui ne te nourrissent pas, mais qui t'apportent les fibres, les vitamines et les minéraux qui sont indispensables pour que tu sois en bonne santé. Mhm. Et donc, cette partie-là n'a pas très peu de calories. On sait à quel point, enfin, genre 100 grammes de salade verte, c'est 12 calories, un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule.